Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous annuel, l'interview Leslie Delatour. Comme vous savez, c'est un grand rendez-vous avec le gouverneur de la Banque centrale. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année 2013 et de joyeuses fêtes que vous avez, j'espère, connues avec nous. Et pour cette interview, ça doit être peut-être la 4e ou la 5e. Le gouverneur va nous dire exactement cette rencontre, c'est l'interview de Delatour. Monsieur le gouverneur, merci d'avoir répondu à l'invitation. Ça vous fait quoi déjà? Ça fait la 5e. 5e interview. Vous avez battu un record là. Hein? Bon, de toute évidence. Un record de quelqu'un que vous aimez bien parce que Leslie Delatour, on avait 4 interviews Leslie Delatour. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on avait choisi ça. On a commencé l'émission en 95. Donc, vous voyez, ça fait déjà plus de 17 ans qu'on travaille là. Merci et bonne année. Bonne année, Roro. Bonne année à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole à qui je souhaite une année 2013 fructueuse, une année 2013 de santé, de prospérité, de paix pour le bien-être de la famille haïtienne. Et pour ajouter de stabilité des prix, tant interne qu'externe. Certainement. C'est la mission de la Banque centrale et c'est ce à quoi nous nous attachons. Monsieur le gouverneur, c'est votre deuxième mandat. Oui. Le mandat, c'est de 3 ans. Mandat de 3 ans. Est-ce qu'il y a des études qui ont été réalisées, tant locales qu'au niveau international, pour déterminer s'il y a une relation entre la longueur du mandat, le nombre d'années, et la stabilité des prix dans une économie? C'est peut-être un travail que je donne à votre équipe économique. Bon, certainement, on n'a pas eu de recherche systématique sur la durée du mandat, mais c'est surtout des recherches sur le niveau d'indépendance et d'autonomie, surtout au niveau des moyens à déployer d'une banque centrale, sur la stabilité macroéconomique, parce que justement les efforts de la Banque centrale devraient être plus ou moins indépendants des cycles politiques. Donc en faisant une constitution, on devait prendre ça en considération. Bon, je ne pense pas que ce soit le lieu de la Constitution. C'est surtout dans la loi organique de la Banque centrale qu'en général, ces choses-là sont prises en compte. Okay. Parce qu'il faut éviter de trop mettre dans la Constitution. En général, en moyenne, je veux dire, au niveau de la Caraïbe ou encore au niveau international, les mandats d'un gouverneur de Banque centrale, ça fait quoi en moyenne? Bon, en général, on a des mandats de 5 ans. Au niveau de la Fed, c'est un mandat, je crois, de 4 ans. C'est pas 5 ans, je crois que c'est 5 ans. Je crois que c'est... Bon, je ne me rappelle pas trop, mais il y a, en général, le mandat de 3 ans est quand même particulier. Et en le disant, je ne plaide absolument pas pour allonger. Pour ma chapelle, mais d'ailleurs, à l'époque où on avait la Banque nationale de la République d'Haïti, le mandat était de 5 ans, le mandat du Conseil de la Banque nationale de la République d'Haïti. Il a été réduit? Il a été réduit de 3 ans. À travers la loi? Dans la loi organique de 1979. Très bien. Donc c'était juste une autre matière pour savoir exactement comment ça se passe au niveau international, parce que la bonne gouvernance, la stabilité institutionnelle, politique, ça influence également la stabilité macroéconomique et des prix en général. Mais si vous voulez mon avis, bien entendu, il va falloir réformer la loi organique de la Banque centrale pour tenir compte des nouvelles exigences et de la nécessité de préciser et encore mieux les objectifs d'une banque centrale. Il va falloir de toute façon reconsidérer certaines choses. Et au-delà de l'indépendance, quand on parle de mandat, 3 ans est vraiment court. Donc, mon souhait le plus cher, c'est qu'on ait un mandat plus long de 5 ans. Pour la stabilité de la Banque centrale et pour permettre aux dirigeants d'avoir une meilleure longueur de vue quand ils doivent prendre des décisions. Donc la stabilité, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, sociale, ça joue quand même dans le développement d'un pays. Ceci dit, le bilan de l'année, comment a été la performance d'abord de l'économie en général, ensuite on est arrivé à la Banque centrale? La performance de l'économie en général, on a eu une croissance trop faible à 2,2%, revue à la baisse 2 fois, à cause principalement des chocs naturels que nous avons subis avec Isaac et Sandy, et les pertes de récoltes que nous avons subies
des pertes énormes, estimées à plus de 200 millions de dollars par des organismes spécialisés et des enquêtes du ministère de l'Agriculture. Donc ça a été un coût énorme et tu n'es pas sans savoir que l'agriculture quand même contribue à plus de 20% au PIB. Donc un choc sur le secteur agricole est quand même non négligeable sur la performance générale de l'économie. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une perte de crédibilité Mais si tu me permets de terminer sur la performance, au niveau de la stabilité, l'inflation s'est située autour de 6,5%, ce qui est quand même une bonne performance. En moyenne pour l'année. En moyenne pour l'année, et le change est resté relativement stable avec une dépréciation de 3% de la gourde par rapport au dollar. Alors j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de perte de crédibilité au niveau du public? Chaque fois qu'on prévoit un taux de croissance de 7, de 8%, et finalement, ça fait moitié, cette année c'est encore moindre. Est-ce qu'il faudra prendre dans vos modèles maintenant le problème de la vulnérabilité, des désastres naturels? Parce que année après année, on en subit. J'aurais pu ajouter des chocs politiques également, il faut qu'il y ait une stabilité politique. Comment vous voyez tout ça comme technicien? Il faut faire le départ, parce que tu as parlé de crédibilité. Donc moi, je ferai le départ entre un modèle de prévision et des prévisions optimistes, avec des scénarios optimistes et moyens, basés sur ce que les autorités ont l'intention de faire en termes d'investissement public, parce que la croissance dont on parle à chaque fois est basée sur un certain niveau d'investissement public qui devrait avoir un effet d'entraînement sur l'investissement privé et les initiatives privées et la consommation. Quand même, on a eu une croissance de 30% du crédit privé et une rigueur en termes de discipline fiscale jusque-là inégalée. Et nous nous en félicitons. Il importe de le souligner, parce qu'on entend tellement de choses que les gens oublient que quand même cette stabilité-là importe. Maintenant, si nous sommes très vulnérables aux cyclones, aux inondations, aux tremblements de terre, il va falloir prendre des décisions pour essayer de mitiger ces risques-là et de réduire leur niveau d'impact sur la population d'abord, sur la croissance et sur le développement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais quand les autorités elles-mêmes annoncent un taux de croissance à partir de certaines mesures qui seront mises en œuvre, c'est dans le cadre d'un exercice tout à fait transparent et tout à fait crédible. Donc la variable environnementale est une variable vraiment qu'il faudra isoler pour dire ça, si on ne le fait pas, la croissance économique ne sera pas au rendez-vous. Définitivement. Et la variable environnementale et également les efforts pour renforcer la capacité administrative et la capacité d'absorption de l'économie. Et c'est dans ce sens que, au fond, il est impératif que la machine administrative soit bien huilée. Vous parlez du public management. Au niveau de la passation sur les marchés, de la rapidité avec laquelle on arrive à passer les marchés. Bon, ça veut dire que dans ce cas-là, il faut clairement faire bien, mais le faire vite importe également. Au niveau du dialogue exécutif-législatif, il est important pour que les initiatives législatives qui importent se concrétisent très vite. Par exemple, toute une série de lois. Loi sur l'organe, le bureau d'information sur le crédit, loi sur le leasing qu'on va devoir passer bientôt, la création de certaines institutions pour justement augmenter et intensifier la publicité sur justement les garanties
etc. Et plein d'autres initiatives. Les initiatives, la loi budgétaire elle-même, il faut qu'elle soit votée très vite, etc. Donc c'est dans ce sens-là que nous disons qu'il faut faire l'effort d'agiliser de plus en plus l'appareil administratif. Donc obtenir la croissance, c'est surtout ce qu'on prévoit. Je pense que la potentialité, c'est là, pour Haïti, des croissances de 10%. Mais il faut que les interconnexions au niveau de la machine soient réalisées de manière beaucoup plus efficace et plus efficiente. Donc c'est facile de fixer un objectif, mais toute la machine doit être bien huilée et que l'on conduise bien cette machine, si je comprends bien. Définitivement, il faut que la machine soit bien huilée et également, il faut un consensus social qui supporte les efforts gouvernementaux. Et à chacune de mes interventions depuis quelque temps, j'insiste là-dessus, parce que finalement, ça ne peut pas être l'affaire d'un gouvernement. Ça doit être l'affaire d'une population qui s'approprie un plan et comprend le sens de certaines interventions. Il est clair qu'il faut multiplier les poches de développement type Caracol, type Labadie. Et pour le faire, ça prend quand même de gros efforts gouvernementaux. Et nous souhaitons que les gouvernements, en général, rencontrent de moins en moins de résistance quand il va falloir identifier et développer 100 km², 200 km² comme poche industrielle ou 380 km de bandes frontalières que nous avons avec la République dominicaine, etc. Il s'agit là d'initiatives très audacieuses qui sont néanmoins nécessaires si nous devons impulser une croissance de l'ordre dont tu parles de 7%, de 10%. Plus. Et rappelons-nous aussi que le taux de croissance de la population est de 2,2%. Donc quand on fait 2% ou 2,2%, on arrive tout simplement à ne pas aggraver la pauvreté. Maintenant, quels sont les principaux facteurs qui ont facilité cette 2,2%? Bon, c'est d'abord la croissance du crédit privé. Donc vous liez directement le crédit privé à ces 2,2%? Définitivement. On a un crédit privé qui a augmenté de 30%. Mais vers quel secteur ce crédit privé? On va y arriver. Et deuxièmement, de gros efforts en termes d'investissement public. Parce qu'au départ, depuis 2010, il y a quand même de gros efforts en termes d'investissement public. Et aussi d'investissement direct étranger. Ce matin encore, je revois les chiffres en termes d'investissement étranger. Depuis 2010, on a autour de 150 millions de dollars d'investissement direct étranger. Donc cette année, pour 2010, on a eu 150 millions de dollars. On a eu 168 millions de dollars. Surtout au niveau des télécommunications, le projet Caracol, qui a une composante investissement direct étranger, etc. Et puis quand même des investissements publics d'importance. Il suffit de regarder le pays et on réalise rapidement que le pays est en chantier, qu'il y a beaucoup de routes qui se construisent, il y a beaucoup d'écoles, etc. Je rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio et Télémétropole. C'est le rendez-vous annuel, l'interview Leslie de la Tour. Notre invité, le gouverneur de la Banque centrale, M. Charles Castel. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants.